et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une rencontre avec Frédéric Van Hems. Frédéric Van Hems, bonjour. Bonjour Guillaume. Frédéric Van Hems, merci de me recevoir chez vous, à Paris. En quelques mots, Frédéric, vous êtes un chrétien fervent et un homme d'affaires ardent. Vous êtes le directeur général du groupe Veolia en France, responsable de la distribution et du traitement de l'eau dans notre pays. J'ai bien dit ? Absolument. Voilà. Alors, je voudrais justement tout de suite rentrer en matière parce que vous êtes un homme d'action, un homme pragmatique. Être le dirigeant d'un grand groupe et un chrétien convaincu, est-ce que c'est pas faire finalement le grand écart tous les jours ? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, même. Au contraire. Puis même si ça me faisait faire des grands écarts, ça m'assouplirait, donc ça me ferait du bien. Non, je ne crois pas, parce que quelque part, je considère que c'est une chance qui m'est donnée d'exercer des responsabilités importantes et que c'est une manière pour moi d'avoir un rôle dans le monde. Alors, je crois en Dieu, je suis effectivement un chrétien convaincu, donc j'essaye d'appliquer dans les responsabilités qui m'est donné d'avoir ce à quoi je crois. On y reviendra sûrement de manière discrète, mais comme témoin. Donc je crois pas du tout. Et alors ça change quoi dans le management, le fait d'être justement un chrétien convaincu et d'exercer des responsabilités importantes ? Ça change, pour moi, ça change tout. Pour les autres, ça change peut-être rien. Mais ça change principalement le fait que je ne me sens jamais seul. Que dans les moments de doute, dans les moments de questionnement, j'hésite pas à prier secrètement. Et je pense que c'est une grande aide, parce que je pense que quand on a des responsabilités particulièrement, mais c'est vrai pour tout le monde dans la vie, se sentir tout seul, c'est souvent le début de problèmes. Donc moi, je me sens jamais seul, je me sens aidé, je me sens jugé au bon sens du terme, mais ça aussi c'est important parce que de temps en temps, ça m'évite sans doute de faire des bêtises, que de discerner un peu, tiens, est-ce que je fais plutôt ceci ou cela ? Donc voilà ce que ça change. Et dans votre pratique, je crois que ça change aussi parce que vous avez des principes, je crois des principes de subsidiarité, la pyramide inversée dont vous m'avez parlé. Vous voulez en parler un petit peu ? Je vois que vous avez bien retenu, Guillaume. Oui, je crois que ça, une autre chose que ça change, mais d'autres philosophies ou d'autres approches peuvent y conduire aussi, c'est le fait de chercher à mettre la personne au cœur de tout ce que je fais, de tout ce que nous faisons dans l'entreprise, mettre la personne humaine, c'est-à-dire voir dans tout le monde, dans le collaborateur, dans le client, même dans le collecteur d'impôts, dans tous les partenaires, de voir avant tout des personnes. Et dès qu'on met la personne au cœur de tout ce que l'on fait, je pense que ça change effectivement pas mal de choses. Du coup, dans l'entreprise que j'ai la joie de diriger aujourd'hui, que nous avons il y a quelques années réorganisé, on a effectivement beaucoup travaillé avec les équipes sur le principe de subsidiarité, sur le fait de chercher à responsabiliser tout le monde, à redonner un rôle, une place à tout le monde, à tous les niveaux de l'organisation, à remettre les responsabilités au plus près du terrain. Et vous avez retenu le terme de pyramide inversée, c'est effectivement celui qu'on a retenu, parce que ça donne bien l'image. Il y a la pyramide classique dans les grandes entreprises qui peut être paralysante et où tout le monde se retrouve un peu écrasé par un système où il a plus l'impression de retrouver son petit sens au quotidien pour servir le grand sens ou la mission de l'entreprise.
Et on s'est dit, on veut remettre les responsabilités au plus près du terrain. Il faut quand même une chaîne hiérarchique, parce que surtout dans une entreprise avec 15 000 personnes, il faut une hiérarchie. Je crois modérément à l'entreprise libérée, sans leadership, sans hiérarchie. Il faut une hiérarchie, mais qu'elle change de posture. Au lieu d'être tournée vers le haut, d'attendre que des ordres tombent et de les diffuser en mode un peu command and control, d'inverser le regard et d'être tourné vers les niveaux en dessous, en se disant comment je peux les aider, comment je peux les accompagner, comment je peux les faire grandir, leur simplifier la vie. Voilà. Et tout ça, effectivement, on l'avait fait à partir de l'application du principe de subsidiarité. Mais ce principe, vous l'appliquez dans l'entreprise, les dirigeants d'entreprise, tous ne sont pas chrétiens, mais tous adhèrent? Alors, la subsidiarité, pour le coup, c'est un principe issu de la doctrine sociale de l'Église et des grands penseurs laïcs de la fin du milieu et fin du 19e siècle. Donc moi, c'est ça qui me les a fait découvrir et qui m'inspire. Mais à nouveau, des personnes qui sont athées ou qui viennent d'autres philosophies peuvent se rejoindre parce que c'est un humanisme. Moi, c'est mes convictions chrétiennes qui me font croire et avoir envie de mettre ça en pratique. Alors, en entreprise, sur la pyramide inversée, pour y revenir, sur ce genre de principe, en fait, plein de gens y adhèrent. Alors, parfois au début avec un petit peu de doute dans le regard, puis après, quand on le met en œuvre, et que ça crée une vraie dynamique, parce que tout le monde reprend de l'envie, de l'enthousiasme, chacun peut trouver sa place, et ça crée des dynamiques collectives très, très positives. Du coup, plein de gens, quelle que soit leur croyance, y adhèrent. Est-ce que c'est pas quelque part un peu utopique, parce qu'on a l'impression que c'est rare quand même, et le sentiment qu'on a du monde des affaires, du monde de l'entreprise et du capitalisme, en fait, ne correspond pas tout à fait à cette subsidiarité et à cette pyramide inversée. Et on a besoin de leaders. Oui, utopique. Alors l'utopie a du bon aussi, parce que c'est se mettre en route pour mettre en œuvre et rendre concrètes des idées. Alors aujourd'hui, le capitalisme, il a sans doute été très excessif. Les entreprises avaient comme objectif quasi unique de faire du profit. C'est l'école de Chicago, c'est Milton Friedman, et un capitalisme très financier. Aujourd'hui, et mon patron Antoine Frérot a cette formule que j'aime beaucoup. Il dit une entreprise est prospère parce qu'elle est utile et pas utile parce qu'elle est prospère. L'école de Chicago disait le rôle social d'une entreprise, c'est de maximiser son profit. Non, pas du tout. Le rôle d'une entreprise, c'est de faire grandir les gens qui y travaillent, de faire grandir tout son écosystème, d'être utile, d'être créateur d'utilité pour toutes ces parties prenantes. De faire du profit, oui, mais je pense que durablement, une entreprise ne peut faire du profit que si justement elle est utile. Donc tout ça est en train d'évoluer en ce moment, c'est intéressant. Vous savez, il y a eu la loi Pacte avec le fait que des entreprises ont maintenant une raison d'être, essayent d'avoir de la performance plurielle. Chez Veolia, c'est tout à fait ce qu'on est en train de faire. Et mon patron, à nouveau, a été un précurseur en la matière. Et mon patron, pour autant, n'est pas un chrétien, mais c'est un humaniste convaincu. Et on se retrouve sur pas mal de ces enjeux-là. Et la déclinaison en matière d'organisation, ce qu'on évoquait, c'est effectivement d'essayer d'avoir une organisation où le manager n'est pas systématiquement dans le contrôle, mais il est plutôt dans l'accompagnement, dans le fait de faire grandir, dans le fait de donner sa place à chacun, remettre l'homme, la femme au cœur de tout ce que l'on fait. Ça doit être très difficile parce que vous êtes dans un groupe où évidemment le contrôle doit être permanent, omniprésent.
Il y a du contrôle, bien sûr. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Et évidemment, c'est important. D'ailleurs, je pense que chaque personne, dans quelque organisation qu'elle se retrouve, elle a un peu besoin de contrôle, parce que contrôler quelqu'un, c'est en même temps, selon la manière dont on le fait, s'intéresser à ce qu'il fait, essayer de le faire grandir, essayer de lui faire bénéficier d'autres expériences qu'on a pu avoir, d'autres cas de figure. Donc, ça dépend comment le contrôle est exercé. À nouveau, si c'est mode commande and contrôle, voilà, j'ai reçu un ordre, je réfléchis même pas, je le transmets, je contrôle, tout ça est très démotivant. Et je crois beaucoup aussi à la joie dans le travail. Même un de mes projets s'est appelé l'entreprise joyeuse. Alors, quand j'avais utilisé le terme, j'en discutais avec toutes les organisations syndicales. Il devait sourire. Il souriait et il me regardait un peu comme un extraterrestre, en disant « Là, monsieur Van Hems, vous êtes allé un peu loin, l'entreprise joyeuse. » Je disais « Ben non, parce que vous savez, parfois on entend parler du bonheur au travail. Bon, il y a la qualité de vie, il y a le bien-être au travail, etc. Bien sûr. Le bonheur au travail, je sais pas si c'est le bon mot, parce que je crois que le bonheur, c'est vraiment quelque chose de très très personnel, de très privé. Par contre, la joie, c'est le fruit de l'action collective. Et ça veut pas dire qu'on tombe dans le monde des bisounours, et qu'il n'y a plus de problèmes. Ce que je disais à mes partenaires sociaux, on a des problèmes, on en aura toujours, mais je crois que si on s'y met de manière collaborative, si on s'y met dans un bon état d'esprit, avec plutôt de la joie que de la tristesse, on a quand même vachement plus de chances de régler les problèmes. Et ça tombe bien, la tristesse est contagieuse. Surtout en France, on est très très bon dans le domaine. Malheureusement, oui. Et ce qui est sympa, c'est que la joie, c'est encore plus contagieux que la tristesse. Donc dès qu'on essaye effectivement de redonner sa place à tout le monde, d'avoir une chaîne managériale qui essaye plutôt d'être dans la confiance, qui essaye plutôt de répandre la joie, ça crée des dynamiques formidables. Ça ne veut pas dire, à nouveau, on n'est pas dans l'utopie, on n'est pas chez les bisounours, tous les jours on se plante. Et je pense d'ailleurs c'est très très important, dès qu'on se met à parler de ce genre de choses dans l'entreprise, il faut le faire avec beaucoup d'exemplarité et avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'exemplarité, parce que c'est facile en entreprise de parler d'EBIT, de profit, de tableur, d'indicateurs. Dès qu'on se met à parler de choses plus molles comme ça, hein, de joie, de responsabilité, de sens, si on ne le fait pas avec exemplarité, c'est tout de suite vécu comme de la com'. Et ça tombe. Et alors là, on est absolument plus crédible. Donc, je pense qu'il faut porter ces messages-là, mais il faut vraiment essayer de les mettre en œuvre et d'être exemplaire, d'être vraiment cohérent, d'être authentique là-dessus, et de le faire avec beaucoup d'humilité, parce que comme on se plante plusieurs fois par jour, il faut dire on essaye d'aller vers ça, on essaye de mettre ça en place, et ça porte du fruit, c'est positif, mais on est bien conscient que de temps en temps, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas sur le côté, que on est en permanence en déséquilibre. Un bon chef d'entreprise, c'est quel pourcentage en une journée de bonnes décisions et de mauvaises décisions, d'erreurs et de bonnes actions? J'en sais rien. J'espère plus de bonnes décisions et de bonnes actions que de mauvaises. Mais non, je ne sais pas. Ou de faux pas? Des faux pas, souvent. Et ce qui est important d'ailleurs, hein, ça revient à ce sujet d'humilité, c'est de rechercher la vérité, de rechercher l'alignement. Et surtout, de ne pas l'imposer aux autres. Parce que c'est quelque chose que la doctrine sociale de l'Église m'a appris. C'est dès lors qu'on croit posséder la vérité, on est dans l'erreur. Donc on recherche la vérité, on cherche à s'en approcher
Et quand on s'en approche, généralement, on est plus serein, on est plus dans la paix, on est plus joyeux, et les autres portent un regard sur vous en disant « Tiens, il a l'air d'être assez serein, il a l'air d'être assez joyeux, d'où est-ce que ça vient ?» Ils peuvent se poser des questions. Mais si on veut leur asséner des vérités, parce qu'on pense que c'est des vérités révélées qu'on a reçues, je pense qu'on bloque beaucoup de monde. Chacun a sa liberté, hein, et heureusement. Donc je pense qu'il faut être témoin et témoigner, et le cas échéant, donner envie, mais certainement pas imposer sa vérité. Vous avez parlé plusieurs fois, Frédéric Van Hems, de la doctrine sociale de l'Église. C'est donc une doctrine qui est importante pour vous dans votre pratique ? Elle est très importante pour moi à titre personnel, parce que je suis croyant. J'ai découvert il y a quelques années la doctrine sociale de l'Église et je m'y suis plongé. Et effectivement, c'est, je pense, un corpus d'idées par rapport à la manière d'interagir avec le monde dans tous les domaines vis-à-vis... À quelqu'un qui connaîtrait pas du tout, vous voudriez lui dire en quoi c'est lumineux? C'est en quelques mots, la doctrine sociale de l'Église, c'est quoi son plus pour vous? C'est des clés pour être dans le monde. Des clés vis-à-vis de la propriété, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de plein de choses. Et dans le monde d'aujourd'hui qui est très très en recherche, je pense que c'est un humanisme intégral extraordinaire. Et puis, en plus, c'est un chemin d'unité. Hein, je pense que beaucoup de malheurs existent dans la société, notamment occidentale aujourd'hui, parce qu'on est un peu éclaté façon puzzle. On est une personne au bureau, une personne à la maison, une personne dans la rue. Voilà, on est éclaté façon puzzle. Ça, c'est pour citer Audiard. Dans le bon film, voilà. Audiard. Et finalement, on ne sait plus très bien qui on est. Et pour moi, la découverte de la doctrine sociale de l'Église, ça a été un chemin d'unité, beaucoup de lumière, et ça donne des tas de clés. Et à nouveau, je ne cherche pas à les imposer aux autres. Moi, ça me donne une cohérence, une unité qui, j'espère, se voit, hein, mais j'en suis pas sûr. On est audio, mais je pense que ça s'entend. Justement, une chose qui m'intéresse beaucoup, le catholicisme, on a l'impression historiquement qu'il avait un peu loupé le virage du capitalisme au profit du protestantisme qui semblait beaucoup plus adapté, s'en sortir. La preuve, c'est les pays anglo-saxons qui ont mené le bal. Est-ce que vous avez l'impression que la doctrine sociale de l'Église, c'est un peu une réponse qui vient un petit peu après, mais qui peut réconcilier les catholiques avec le business et l'argent ? Je pense et j'espère en tout cas. Effectivement, là-dessus, la doctrine sociale de l'Église, elle a toujours des positions très très équilibrées en disant le communisme est une privation de la liberté. Or, cette liberté, y compris dans le domaine économique, c'est une manière pour la personne humaine d'avoir un rôle, de s'émanciper, d'avoir une dignité dans la société. Et de l'autre côté, elle dit le capitalisme, surtout le capitalisme financier extrême qu'on a pu beaucoup trop vivre ces 20, 30 ou 40 dernières années, c'est plus une propriété privée, c'est une propriété privante. Parce qu'elle prive un certain nombre de personnes. Donc, trouver un juste équilibre, un capitalisme contrôlé, responsable, qui fait que la propriété privée est une bonne chose quand elle est le fruit du travail, quand elle est le fruit de création de valeur, de création d'utilité pour les différentes parties prenantes. Ça, c'est une bonne chose qui crée de la richesse pour tout le monde et qui permet aux personnes de s'émanciper. Dès que ça devient privant,
C'est-à-dire que c'est au bénéfice seulement d'une partie prenante ou seulement de tel ou tel acteur, peut-être en écrasant les autres ou en exploitant trop la planète, ou etc. Dans ce cas-là, ça n'est pas bon. Et ça, c'est effectivement des notions que la doctrine sociale de l'Église, des Rerum Novarum à la fin du XIXe siècle, et puis à travers toutes les encycliques sociales, a beaucoup développé. Et c'est évidemment très très développé ces dernières années par Jean-Paul II, puis par Benoît XVI, et a fortiori par le pape François. Et à nouveau, moi je crois à ça, ça donne des tas de clés. Mais ces clés peuvent venir d'autres humanismes, d'autres pensées. Dès lors que, justement, on est dans l'humanisme et dans le fait de se dire que tout ça est au service de la personne humaine et de la recherche de faire grandir les personnes. Et ce sont en tout cas vos clés à vous. Vous m'avez dit, Frédéric, que le pouvoir rend fou. Et effectivement, on a l'impression que, surtout dans des groupes comme le vôtre, qui ne sont plus tellement à taille humaine, en plus vous êtes sur un méga projet d'acquisition à l'heure actuelle, on perd le sens des réalités très vite. Alors, on peut le perdre très vite. On peut le perdre. Mais je ne sais pas si c'est lié à la taille, parce que, vous voyez, vous véhiculez quelque part une image que beaucoup de gens ont, forcément. C'est pour vous provoquer un petit peu. Les grandes entreprises, merci. Les grandes entreprises, c'est forcément déshumanisé, c'est forcément... mais pas du tout. Ça dépend des métiers, ça dépend des personnes. Chez Veolia, où j'ai la joie de travailler depuis 7 ans, il y a une culture qui vient de l'ancienne Compagnie Générale des Eaux et qui est une culture très très humaine et du coup c'est pas lié à la taille. Je pense que le pouvoir rend fou et selon la formule, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend fou absolument. Mais je pense que dans une toute petite PME, celui qui a le pouvoir peut devenir aussi fou ou plus fou avec 9 salariés qu'avec 15 000 ou avec 170 000 comme sur l'ensemble du groupe Veolia. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il y a le pouvoir et il y a l'autorité. Hein, et c'est deux choses très différentes parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui se prend, qui se gagne, qui s'impose aux autres. Ça revient au sujet privant qu'on évoquait tout à l'heure. Alors que l'autorité, c'est un service qu'on exerce au service des autres. Quand on est dans le pouvoir, on se dit j'ai du pouvoir, je veux encore plus de pouvoir, je veux l'imposer aux autres, les autres sont des obstacles. Quand on est dans l'autorité, on se dit merci. Merci à mon patron, merci à mes salariés, merci à mes clients, merci au Seigneur quand on a la croyance que j'ai, des responsabilités que j'exerce, mais je les exerce pour essayer de créer quelque chose, de faire grandir. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, ça change complètement les choses. Pour ça, il faut se sentir un peu responsable, il faut se sentir un peu jugé, il faut se sentir redevable et vulnérable en même temps. Parce que justement, quelle que soit la responsabilité qu'on exerce, on a besoin des autres, on a besoin d'une colonne vertébrale, on a besoin d'être... on ne peut pas faire ça tout seul. Quand on commence à le faire tout seul, je pense qu'on bascule dans le pouvoir et là, ça peut aboutir à des catastrophes. Donc en fait, vous êtes en train de parler du leadership authentique. Oui, on en avait déjà parlé ensemble. Effectivement, ce terme de leadership authentique, c'est mon ami François-Daniel Mijon. Qui a parlé au micro de ZTO, grâce à vous d'ailleurs, il y a quelques mois. Qui a été un de vos invités il y a quelques semaines. Et François-Daniel a monté un cabinet de conseil, Thomas More Partners, avec lequel... On a parlé d'Utopie tout à l'heure, on parle de Thomas More maintenant. Thomas More,
Et alors, François Daniel a effectivement développé ce concept de leadership authentique, et c'est ce qu'on évoquait ensemble. C'est en fait être aligné, avec soi-même déjà. Hein, ça revient un petit peu au sujet de l'unité qu'on évoquait tout à l'heure. Il a développé quelque chose qui est assez fort, c'est de se dire, voilà, faut essayer d'être aligné, cœur, corps, esprit. Et déjà ça, c'est difficile. Hein. En entreprise, ou même à la maison, combien de fois on est là en train de discuter avec quelqu'un, il est sur son iPhone ou sur son smartphone, ou il est vautré dans le canapé dans une position qui vous laisse entendre qu'il n'est pas du tout concentré. Bon. Or, si on veut donner le meilleur de soi-même dans l'interaction et favoriser que l'autre puisse donner le meilleur de lui-même, il faut être là complètement, il faut être présent au présent. Aligné, cœur, corps, esprit, et que ce soit par la parole, par l'attitude physique, par le non-verbal, par être complètement là. Et quand on est complètement dans le présent, je crois qu'effectivement, ça aide à donner le meilleur de soi-même et ça aide les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu ça, cette idée de leadership authentique, et c'est quelque chose qui marche. Et alors, dans votre pratique, est-ce que vous vous fixez une limite entre vos convictions chrétiennes et les différences de vos collaborateurs qui ne les ont pas ? Bien sûr, c'est un sujet important sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu l'occasion d'échanger très souvent. Ils savent que vous êtes chrétien fervent comme ça ? Ils le savent. D'ailleurs, quand on tape mon nom sur Internet, on voit assez rapidement que j'ai fait le parcours Zaché, que j'ai été avec Pierre-Yves Gomez. Avec Pierre-Yves Gomez. Invité de ZTO aussi. Il y a que des bons invités chez ZTO. Et en fait, oui, c'est des sujets passionnants, hein, de toute façon. Et est-ce que, de temps en temps, vous n'avez pas envie de les convertir ? Non, parce que si on revient à ce sujet dans l'entreprise, moi, je suis dans le plus grand respect des gens avec qui je travaille. Il y a des gens qui ont peut-être mes convictions, il y a des gens dont je sais qu'ils ont des convictions très très différentes, qui ont leur humanisme, qui peut être athée, qui peut venir d'autres croyances, d'autres philosophies, et je le respecte. Parce qu'à nouveau, moi, je recherche la vérité, je la possède pas, je vais pas imposer ce à quoi je crois. Et puis, je pense que l'entreprise n'est pas le lieu du prosélytisme. Alors, le terme prosélytisme est à discuter, mais vraiment, moi, je cherche plutôt à être dans l'action, à témoigner d'une manière de fonctionner dans la joie, dans le côté très direct avec les autres. Si ils se disent, tiens, d'où il tient ça, peut-être qu'ils se poseront des questions, que ça les fera cheminer, mais chacun a son chemin. Hein, et donc, je ne veux pas du tout en entreprise, et ça serait mal placé quand on est responsable d'une entreprise, notamment avec pas mal de monde, voilà, enfin, il faut absolument respecter toutes les croyances de chacun. Alors Frédéric, pour préparer ce podcast, j'ai souvent entendu ce mot que vous prononcez, c'est la responsabilité. Les mots responsabilité, autorité. Si vous le voulez bien, pour aborder juste un petit côté un peu plus personnel de votre vie, vous m'avez aussi parlé de cet exercice de la responsabilité en famille, notamment vis-à-vis de vos 3 enfants. Et vous m'avez dit cette phrase que j'ai trouvée très belle. Vous me dites qu'en fait, la paternité, c'est une responsabilité que vous ont confiée vos enfants. Oui, c'est l'idée de la subsidiarité que vous évoquiez tout à l'heure. Ou qui vous a été confiée pour vos enfants. Oui, parce que souvent, aujourd'hui, on utilise le terme subsidiarité en pensant que c'est un principe descendant.
et que quelque part, voilà, je suis dans la subsidiarité, dans ma grandeur, je délègue des responsabilités aux autres, je les responsabilise. En fait, la subsidiarité, c'est un principe ascendant. La logique, c'est que les responsabilités soient au plus près des gens qui sont directement concernés par leurs conséquences. Donc qu'elles soient le plus près possible du terrain. Et c'est que quand on se rend compte qu'a priori, une responsabilité va être mieux exercée à un niveau supérieur, qu'on la délègue, mais vers le haut. C'est d'ailleurs la création de l'Europe, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle a été créée sur ce principe-là de subsidiarité. Si on continue à gérer la houille et ces sujets-là dans chaque pays, on est bon pour une nouvelle guerre. Donc, il y a intérêt à confier la responsabilité à un niveau supérieur, et ça a été l'embryon de l'Europe. Et dans la famille ? Et dans la famille, pour y revenir, effectivement, si on se dit non, j'ai pas reçu la mission comme ça, de haut en bas, d'éduquer mes enfants, donc je suis responsable de leur éducation. Non, c'est eux, parce qu'ils sont pas encore suffisamment conscients, qui me délègue quelque part, par ce même principe ascendant, le fait de les accompagner dans leur éducation. Mais voilà, et je pense que ça change le regard, ça peut changer pas mal de choses. On en parle souvent avec mon épouse Véronique. Dès lors qu'on se dit ça, on est dans le respect des personnes, comme en entreprise quelque part, même si c'est bien différent. Alors, on était sur un plan un peu personnel, sur un plan encore un peu plus personnel. En fait, la foi, vous l'avez toujours eue ? Je ne me rappelle pas ne pas l'avoir eue. Ça vient des parents, Ça vient la famille ? de mes parents. Mes parents étaient catholiques, pratiquants, plus ou moins, mais m'ont éduqué dans la foi catholique. Et puis j'ai été scout quand j'étais adolescent, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup appris. J'étais scout à Perpignan, dans une troupe locale, et ça m'a beaucoup appris, d'ailleurs, même en termes de management. Souvent, quand des étudiants me disent « Bon, mais alors, qu'est-ce qui a été important pour vous ? Vous avez fait telle école ?» J'ai dit « Oui, mais enfin, moi, ma principale école du management, c'est le scoutisme et le sport collectif. » Donc, le scoutisme, et là, ça a été une époque où j'étais vraiment dans la foi de manière fervente. Pour rien vous cacher, après, j'ai passé mon bac, réussi plutôt bien mes études et démarré très bien ma carrière. Et j'ai eu une période d'une bonne dizaine d'années où, honnêtement, j'allais à la messe 2 fois par an et où la foi était toujours là, mais très très peu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des rencontres ou des pratiquées. Après, ce qui s'est passé, c'est d'abord que première grande chance de ma vie, j'ai rencontré Véronique que j'ai épousée, puis avec qui on a eu 3 enfants. Et quand il a fallu commencer à éduquer les enfants, c'est elle qui m'a dit bon, on va les mettre au catéchisme, etc. Faudrait peut-être qu'on soit un peu plus pratiquant et que donc ça a été une première étape. Et puis, deuxième étape importante, quand j'avais une 40aine d'années, on était expatriés aux États-Unis. Et là, j'ai eu une période professionnelle un peu compliquée. C'était peut-être la crise de milieu de vie aussi, je sais pas, mais un moment un peu de recherche et compliqué. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de faire le parcours Zaché. Et ce parcours Zaché, créé par Pierre-Yves Gomez, c'est un parcours pour découvrir et mettre en pratique dans sa vie quotidienne, de manière très très concrète, la doctrine sociale de l'Église. Et en fait, cette année-là, Pierre-Yves le lançait à Lyon pour la toute première fois, et en parallèle, ça a été lancé dans la communauté expatriée à New York par plusieurs personnes qui sont devenues des grands amis. J'ai suivi ça et c'était la réponse
que j'attendais pour remettre de l'unité dans ma vie, pour reclarifier un certain nombre de choses. Et du coup, je m'y suis investi beaucoup. J'ai fait le parcours Zaché pendant 11 ans, donc j'ai redoublé de nombreuses fois. Et il fallait du temps pour que ça rentre. Non, j'ai participé à l'organisation de plusieurs parcours aux États-Unis, à Paris, en Italie aussi. Et c'est là que voilà, j'ai pu réapprofondir ma foi et que effectivement je me sens beaucoup plus inspiré, en tout cas à titre personnel à nouveau, dans toutes les responsabilités que je peux exercer. Et confiant. Et confiant. Alors justement, vous abordez comment la période actuelle, une période, on est en plus en début d'année, il n'y a pas beaucoup de lumière dehors, il fait froid, on est en plein cœur d'une pandémie qui n'en finit plus, avec beaucoup d'incertitudes économiques, beaucoup d'inquiétudes. Comment vous abordez ça vous-même ? À titre personnel, je l'aborde avec beaucoup de confiance parce que justement, je suis, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, très très confiant et dans l'espérance. Et puis, même si évidemment l'année 2020 qu'on vient de vivre, elle a été tout à fait extraordinaire et très stressante et fatigante, avec beaucoup de pression à tout point de vue, ces enjeux sanitaires, cette incertitude, la crise économique et sociale qui ne fait que commencer. Tout ça crée, c'est sûr, un climat très très anxiogène. J'ai la chance justement d'avoir cette unité et cette foi qui font que je garde le cap et que je me dis, on va trouver les solutions. Et si justement on s'y met d'une manière un peu plus collaborative, ça peut même être une occasion pour infléchir un certain nombre de trajectoires et repartir sur des bases, dans certains cas, un petit peu plus saines. Vous trouvez qu'on est bien parti ? Je ne sais pas, mais pour continuer sur le point précédent, maintenant, je suis en même temps tout à fait conscient que pour plein de gens qui sont dans des situations difficiles, cette période, quelqu'un l'a écrit, révélationnaire, pas révolutionnaire, mais révélationnaire, c'est-à-dire que des qualités qui existaient ont été mises sous les projecteurs, des problèmes et des défauts aussi, mais ça a révélé plein de choses. Et pour des gens qui étaient déjà dans des situations difficiles, je pense que c'est effectivement une période très très compliquée. Donc faut être à l'écoute, faut être dans le respect, et en même temps il faut pas se laisser abattre par la sinistrose. Et je trouve d'ailleurs que la manière dont globalement l'humanité a réagi à cette crise est quand même extraordinaire. Avec certaines décisions qui étaient peut-être pas les bonnes, mais tout le monde cherchait, tout le monde discernait, tâtonnait, mais d'une manière générale, on a quand même fait passer la santé, la protection de la vie avant plein d'autres choses. Et puis, je trouve qu'il y a eu une inventivité, une créativité, une solidarité. Moi, je l'ai vu dans l'entreprise, mais même autour de l'entreprise, et dans la rue, et à plein d'endroits. Pas encore suffisamment, bien sûr, et il y a encore des tas de choses à faire bouger. Mais voilà, donc je sais pas quelles seront les troisième vagues, quatrième vagues, tout ce que on va avoir devant nous, mais je pense qu'on a quand même collectivement plutôt bien réagi. Alors je sais qu'en France, on est toujours plutôt à chercher tout ce qui va mal et dans la critique, oui, il y a des choses et chacun a le droit d'avoir son avis et c'est toujours bon de discuter de quelque sujet que ce soit. Mais globalement, on pourra peut-être tirer un peu de fierté collective de la manière dont on a traversé cette pandémie. Alors on parle de pandémie, il y a aussi les enjeux d'écologie, les enjeux de toute cette pollution et de toutes les inquiétudes. Alors on fait comment quand on est à la fois un chrétien qui a lu Laudato Si et qu'on est à la tête d'un grand groupe justement qui est très impliqué dans toutes ces questions ? On se dit que on a des responsabilités
Et Veolia est un des grands acteurs dans le domaine de l'environnement, des services à l'environnement. Et c'est d'ailleurs notre nouveau plan stratégique en ce moment de vouloir être le grand champion de la transformation écologique. Et on sent bien, c'est une attente fondamentale maintenant, qu'il y a urgemment besoin d'une transformation écologique. Et d'ailleurs, Laudato Si a été très lumineux de ce point de vue-là, avec cette phrase qui revient sans arrêt, tout est lié, tout est lié. Et c'est vrai que la planète, elle s'en sortira toujours bien. C'est les habitants de la planète qui peuvent se mettre en danger et disparaître s'ils prennent pas un peu plus soin de la planète. Et on sent bien qu'il n'y a pas de planète B, qu'il faut la protéger, qu'il va falloir changer un peu de modèle. Le modèle capitaliste effréné dont on a déjà parlé tout à l'heure, il nous conduit dans le mur. Le changement climatique, il est là. Et les gens s'en rendent compte. En France, on fait des tas d'études et on voit un avant et un après 2019. Alors que jusqu'en 2019, les gens savaient qu'il y avait le changement climatique, mais c'était un peu un concept, un truc à la télé. Depuis 2019, parce qu'il y a eu un certain nombre de villages qui étaient livrés par des camions-citernes, parce qu'il n'y avait plus d'eau potable, parce qu'il y a des événements climatiques de plus en plus marqués. L'eau est un peu le marqueur du changement climatique, par ses manques, par ses excès. Clairement, ça devient un enjeu, une préoccupation majeure. Il faut une transformation écologique. Et qui dit transformation écologique, dit, de notre point de vue, une transformation plus verte, qui prend plus en compte l'environnement, mais aussi une transformation plus inclusive, parce que tout est lié. Plus inclusive, pas uniquement vis-à-vis des exclus, bien sûr vis-à-vis des exclus aussi, mais plus inclusive dans le sens d'être plus tournée vers les différentes parties prenantes, d'avoir une recherche d'inclusion, de partage, de co-construction, de création d'utilité, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu la loi Pacte, Veolia est une des premières grandes entreprises qui a adopté une raison d'être, et maintenant, par exemple, dans l'entreprise et vis-à-vis de l'extérieur, on n'a plus uniquement des critères financiers, mais on a des critères de performance plurielle. Donc on a des critères financiers, des critères sociétaux, des critères environnementaux, etc., etc. Et notre job, à nous, notre slogan, c'est ressourcer le monde, il est magnifique, mais notre raison d'être, elle, c'est un texte de 3 pages très détaillé sur la manière dont on veut faire ça. Et on se sent effectivement redevable d'accompagner tous nos clients, collectivités, industriels, mais aussi le client de nos clients qui est le citoyen consommateur, dans cette transformation écologique. Alors elle se fera pas du jour au lendemain. Je crois modérément au monde d'après. Là, on est dans le monde d'avec. Je sais pas s'il y aura vraiment un monde d'après, mais il y a quand même à chaque crise des inflexions qui sont données. Donc, pourvu que cette crise donne une inflexion qui aille plutôt dans le sens d'une société qui prend plus soin de la planète et qui prend plus soin d'être inclusive. C'est peut-être justement la vertu de la crise. Parce que sans la crise, on n'aurait peut-être pas eu ces prises de conscience. Je pense même à Veolia ou à ces grands groupes qui étaient réglés et régis par les finances et par la rentabilité. Maintenant, il y a eu une prise de conscience peut-être au niveau de Veolia, tant mieux, je m'en réjouis. Peut-être au niveau d'autres groupes, on le perçoit peut-être pas encore beaucoup, ou d'économie globale, qu'il n'y a pas que la finance, sinon on va droit dans le mur. Oui. Alors la crise accélère, révélateur. Mais tout ça était déjà en marche depuis plusieurs années. La loi Pacte, c'est d'avant la crise. Toutes ces réflexions datent de plusieurs années. Je pense que tout le monde se rend compte, tout le monde, un certain nombre de personnes, et de plus en plus de personnes, c'est ça qui est chouette, se rendent compte depuis 10-20 ans que le modèle dans lequel on est va pas pouvoir durer. Et je trouve qu'il y a plein d'initiatives. Alors, on les voit peut-être pas assez,
Mais les entreprises, depuis 3-4 ans, sont en train de bouger à une vitesse incroyable dans tous ces domaines. Et pas que les entreprises en France ou en Europe, mais même aux 4 coins du monde. Donc là, la crise, elle aura accéléré la prise de conscience collective et elle aura accéléré cette dynamique. En tout cas, je l'espère. Frédéric Van Hem, c'est allé très vite. On arrive au terme de cette rencontre. Je voudrais vous demander quels sont vos messages. Si vous avez des messages, déjà aux autres chefs d'entreprise qui, eux, ont peut-être beaucoup plus de doutes que vous, ou de peur. Alors moi, j'ai beaucoup de doutes. Ne croyez pas que je n'en ai pas. J'ai pas trop de peur. Et justement, je pense qu'un des messages, ce serait n'ayez pas peur, osez être vous-même dans le respect absolu des autres. Parce que si c'est être soi-même pour écraser les autres ou s'imposer, c'est pas la bonne direction. Mais par contre, je pense qu'on s'auto-censure beaucoup. Et dans la société actuelle, surtout quand on prend des responsabilités, on se sent cerné par toutes ces responsabilités, on se contraint soi-même beaucoup plus qu'on ne le pourrait. Et je pense, voilà, ce que je dirais modestement, c'est oser être vous-même dans le respect des autres. Vous pouvez, en étant vous-même, faire des choses incroyables. Et si vous aviez des collaborateurs qui écoutaient ce podcast, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Je leur dirais salut, à tout à l'heure ou à bientôt. Il y en a peut-être quelques-uns qui écoutent. J'espère. Et voilà, enfin, moi je serais ravi de les revoir très vite. Ils vont peut-être être étonnés de vous écouter, avoir dit... Vous êtes un peu révélé, mais peut-être qu'ils le savaient un petit peu. Alors, je sais pas si je me suis plus révélé que d'habitude. Dans l'entreprise, vous me posiez la question tout à l'heure. Je pense que la plupart des gens savent très bien d'où me viennent mes convictions, même si j'essaye d'être discret, comme je l'ai évoqué, et de pas imposer. Bon, je crois pas qu'ils seraient très très surpris parce que nous nous sommes dit. Et un dernier message, Frédéric Van Hem, pour les auditeurs de ZTO. Alors, il y en a peut-être que vous connaissez certains. Il y en a beaucoup qui sont inquiets. Qui c'est malgré tout. On a parlé un peu de l'inquiétude et des peurs. On est en début d'année. N'ayez pas peur, même si c'est plus facile à dire que à faire, selon la situation dans laquelle on est, économique, sur le plan de la santé, etc. Mais ne perdez pas l'espérance et répandez la joie autant que vous pouvez autour de vous, parce que une fois de plus, la joie, c'est beaucoup plus contagieux que la tristesse. C'est pas ça qui fait disparaître tous les problèmes. C'est pas ça qui fait disparaître tous les doutes. Ça peut-être contribuer à faire disparaître un certain nombre de peurs. En tout cas, je pense que si on cherche à faire grandir autour de soi, si on cherche à répandre la joie, il y a quand même beaucoup plus de chances d'arriver à des résultats positifs, de créer des dynamiques positives. Et c'est ça dont on a besoin. Ça fait pas disparaître les problèmes, mais se mettre dans une dynamique positive. Frédéric Van Hem, merci de tout cœur pour ce bel échange. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voudriez dire, que vous n'avez pas dit ? Merci. Un grand merci, Guillaume. Merci, Frédéric. Ravi d'avoir échangé avec vous. Merci infiniment. Merci à tous les auditeurs de ZTO et à bientôt pour un prochain podcast.